Je la veux, cette terre. Succession. Conflit, rivalité et transmission du pouvoir. We would like to know how the succession will be handled. Rhaenyra is my heir. Upon my death, my throne and my titles will pass to her. Une série d'été du podcast Parole d'Histoire, présentée par André Loez. Le roi Charles IX est mort. Vive le roi Henri III! Bienvenue dans Parole d'Histoire, dans cette série Histoire de succession que j'ai le plaisir d'inaugurer avec Laurent Capdetrey. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire ancienne à l'université Bordeaux-Montaigne, spécialiste du monde hellénistique et plus particulièrement des Séleucides. C'est quoi les Séleucides? On va en parler justement dans cet entretien, puisque tout au long de l'été, je vous convie à 6 émissions pour réfléchir aux enjeux de transmission du pouvoir dans des constructions impériales, royales, dynastiques, la manière dont ça se passe quand un souverain meurt ou quand il y a plusieurs rivaux pour le trône, ou même dans d'autres types d'États, puisqu'on ira faire un tour par le bloc de l'Est, le bloc communiste à la toute fin de l'été. Et donc aujourd'hui, on va parler des Séleucides. Alors les Séleucides, en dehors des spécialistes, il n'y a pas tant de gens qui connaissent. Peut-être en première approche, vous pouvez nous situer de quoi on parle. On est à un moment bien spécifique de l'histoire. On est dans les années qui suivent la mort du grand conquérant gréco-macédonien, Alexandre le Grand. Oui, alors les Séleucides, c'est une dynastie qui était bien connue jusqu'à une période récente où on s'intéresse un peu moins aussi à cette histoire. C'est une dynastie qui suit en effet les conquêtes d'Alexandre, les conquêtes en Orient menées donc par les Macédoniens et les Gréco-Macédoniens. La mort d'Alexandre interrompt de fait la conquête, mais qui était déjà bien achevée à plus d'un titre, et se pose la question de sa succession. On pourra revenir sur ce point, mais elle est particulièrement difficile. Et en réalité, ce sont plusieurs décennies de combat pour le pouvoir entre ces généraux. Et de ce combat va naître progressivement, et ça va prendre 30, 40 ans, plusieurs dynasties qui vont s'inscrire dans cet espace conquis. Et les Séleucides est un de ces pouvoirs, une de ces dynasties qui va contrôler une très grande partie du monde conquis par Alexandre, c'est-à-dire une très grande partie de l'Asie. On pourra revenir sur l'extension de ce royaume. Donc voilà, c'est une dynastie très importante qui va, un pouvoir qui, selon des formes différentes, va durer en fait jusqu'au 1er siècle avant notre ère, c'est-à-dire plus de 250 ans. Et comme la plupart des pouvoirs nés de l'Empire d'Alexandre, il finit absorbé par la conquête romaine. Là aussi, on a l'occasion d'en parler. Donc on est dans cet entre-deux, parfois un peu négligé, effectivement, entre la Grèce dite classique et le monde de la République romaine et de son empire. Dans cet entre-deux, entre Grèce classique, République romaine, donc plusieurs pouvoirs s'installent, et ils s'installent pas toujours avec les personnages qu'on aurait imaginé les plus forts au départ. Au départ, Séleucos, il joue pas tout à fait les premiers rôles dans l'entourage d'Alexandre, donc Séleucos, à qui on doit le nom Séleucide, et puis une vingtaine d'années plus tard, il prend le titre royal. Alors comment ça se passe, le fait de devenir roi après Alexandre? Parce qu'il y a quand même toute une période où on n'ose pas trop se dire roi après un personnage aussi écrasant. Les gens qui, on va dire, lui succèdent, peuvent pas tout à fait se mettre dans son ombre et reprendre le titre royal du jour au lendemain. Alors c'est un tabou, le titre royal, la fonction royale pendant une vingtaine d'années. Voilà, c'est un tabou parce que la légitimité, elle est liée à une famille. C'est la famille d'Alexandre, des Argéades, et qu'au fond, au début, personne ne peut la contester. Personne n'a assez de pouvoir, de puissance, de légitimité pour la contester. On est vraiment dans un cadre macédonien où, en dépit des difficultés qu'il peut y avoir dans la transmission du pouvoir d'un règne à l'autre, le pouvoir reste dans la même famille, qui se prétend descendant d'Héraclès, voilà. Donc, et ce pouvoir a été consolidé par le père d'Alexandre, Philippe II, et consolidé évidemment d'un point de vue, et transformé aussi du point de vue territorial par Alexandre. La mort d'Alexandre, qui meurt très jeune, à Babylone en 323, crée un problème majeur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de clé de voûte pour tenir l'ensemble. Et personne n'est véritablement légitime, puisqu'il a un demi-frère, fils de Philippe II aussi, mais qui n'est pas capable d'exercer le pouvoir. Pour des raisons qui sont un peu obscures, peut-être était-il atteint d'une épilepsie particulièrement sévère, voilà, donc ça ce n'est pas possible de ce côté-là, de l'exercer réellement.
Et puis, son fils n'est pas encore né lorsqu'il meurt, hein, puisque Roxane, une de ses épouses, est enceinte de celui qui deviendra le petit Alexandre ensuite. Donc en fait, il y a vacance du pouvoir, vacances réelles, même si très vite on s'accorde pour accorder le titre de roi à ce petit Alexandre qui naît et au demi-frère de Philippe. Donc en réalité, il y a une légitimité qui s'impose à tout le monde. Mais ceux qui ont la légitimité n'ont pas la capacité à exercer le pouvoir. Donc ce pouvoir va être exercé par les puissants autour, des gens qui sont membres de l'aristocratie macédonienne, qui ont conquis aussi l'empire, enfin ce qui a été s'est construit comme un empire autour d'Alexandre, des généraux, des membres du groupe des compagnons, des proches d'Alexandre élevés avec lui, et qui ont cette légitimité de la proximité et qui vont la transformer en légitimité presque charismatique en exerçant la conquête à leur tour, en construisant des territoires, mais c'est un processus qui est vraiment très long. Et pour répondre complètement à votre question, Alexandre meurt en 323, et le premier à oser prendre le titre royal, c'est un de ses généraux, Antigone le Borgne, et son fils Démétrios Polyorcète, le preneur de ville. Il faut attendre 305, c'est-à-dire près de 20 ans pour que on brise ce tabou-là. Et entre-temps, évidemment, les prétendants légitimes auront été exécutés, assassinés, de façon à ne plus faire obstacle à l'exercice du pouvoir de ceux qui l'ont vraiment, c'est-à-dire ce qu'on appelle les diadoques. Oui, le fils d'Alexandre, celui qui s'est révélé son fils une fois que son épouse avait accouché après sa mort, tant qu'il avait 5 ou 6 ans, c'était pas trop gênant, on pouvait dire qu'on exerçait la régence pour lui. À partir de l'adolescence, ça devenait encombrant, parce qu'il aurait pu vraiment revendiquer le trône, et donc il a fini éliminé pour que justement ces différents diadoques puissent à leur tour affirmer leur propre pouvoir. Exactement, c'est-à-dire que lorsqu'il atteint l'âge de 13 ans, il devient véritablement un obstacle aux ambitions de tout ce petit monde, et Cassandre, qu'il a sous sa main, en fait, décide de le faire exécuter. Cassandre domine la Macédoine. Ouais, Cassandre, à ne pas confondre avec la prophétesse des récits homériques, hein, c'est bien un homme, et c'est un homme particulièrement vicieux dans nos sources, puisque c'est lui qui fait exécuter ce jeune enfant, et même la mère d'Alexandre. Oui, la mère d'Alexandre qui avait fait exécuter le demi-frère d'Alexandre, Philippe III Aridé, et on voit bien comment ces enjeux de cour et ces tensions, voire ces complots au sein de la cour autour du pouvoir, des légitimités, des rivalités de légitimité conduisent évidemment à ces disparitions, ces mises à mort évidemment pour limiter la rivalité. Voilà. Et donc Cassandre décide à la fois de faire exécuter le petit Alexandre, le jeune Alexandre IV, fils d'Alexandre le Grand, mais il s'arrange aussi pour faire exécuter Héraclès, qui était un autre fils d'Alexandre qu'il avait eu avec une princesse perse, à peu près au même moment. Et à partir de ce moment, c'est d'ailleurs très, très curieux, hein, il n'y a plus de roi du tout. Personne, parce que Alexandre le IV, fils d'Alexandre, portait le titre royal. Hein. Il n'exerçait pas véritablement le pouvoir, mais il y avait ce chapeau de légitimité. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de titre royal, mais personne n'ose le prendre. C'est pour ça qu'on pendant 4 ou 5 ans. Et on voit bien qu'il y a là un tabou, c'est-à-dire qu'en dépit du fait que ces personnages ont un pouvoir très, très remarquable et ont construit véritablement des territoires qui sont quasiment impériaux, Antigone le Borgne, Séleucos, Ptolémée, Cassandre, ils n'osent pas, parce qu'ils n'ont pas véritablement la légitimité, et il faut véritablement un processus encore qui va prendre plusieurs années avant qu'ils osent, et que l'un le faisant, tout le monde, par un jeu de dominos, prennent le titre royal, et à ce moment-là, on bascule dans un autre monde. Un titre royal chez les Macédoniens qui tient à la fois d'un registre héréditaire, mais bon, quand il n'y a plus de successeur d'Alexandre, ça, on comprend bien que ça s'arrête, mais qui tient pas seulement de ça, parce que même lorsqu'il y a une ascendance royale, il fallait quand même toujours, à l'époque de Philippe II, à l'époque d'Alexandre, qu'il y ait une forme d'acclamation de l'armée. Il y a cette idée qu'un roi macédonien, il est légitime à régner parce que il y a une partie de ses troupes qui peuvent l'acclamer et qui peuvent frapper leur lance sur leur bouclier, et que en quelque sorte il y a une dimension un peu collective dans l'avènement d'un roi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va retrouver par la suite? Absolument. Elle est jamais simple, cette légitimité, elle est au moins double ou triple. Vous avez la légitimité de l'appartenance à une famille qui est la famille régnante ou la famille royale. Ça, c'est un premier point. Mais vous avez, ça c'est la légitimité par le haut, si vous voulez. Mais vous avez aussi la légitimité par le bas, où il faut être validé, accepté et acclamé de fait par l'armée. Alors c'est particulièrement bien connu dans le royaume de Macédoine à l'époque de Philippe et d'Alexandre. Mais c'est quelque chose qui va quand même rester
par la suite en étant transformé. Le rôle de l'armée, et en particulier de certains corps de l'armée, les porteurs de boucliers ou les boucliers d'argent, c'est-à-dire l'infanterie la plus prestigieuse, ou la cavalerie aussi, qui vont jouer un rôle particulier dans la validation de la dimension militaire. On est là dans l'héritage d'une conception très militaire du pouvoir royal, alors qui est très forte dans le contexte babylonien et qui devait rester ensuite par la suite, d'où l'importance d'avoir un lien spécifique entretenu, permanent avec l'armée pour légitimer ce pouvoir. Ce sont des pouvoirs qui sont fondés sur la conquête. Alors bien sûr, ensuite, ils peuvent être hérités. Mais cette dimension de conquête, où la capacité à renouveler la conquête, c'est un élément essentiel de la définition et donc de la validation du pouvoir royal. Séleucos fonde une dynastie, les Séleucides. Il la fonde à partir de 305. La dynastie va durer au moins un siècle et demi. Il y a un peu des discussions sur le moment où ça s'arrête vraiment, où c'est déjà un état vassal de Rome. Les derniers rois sont rois peut-être en titre et plus tout à fait en pratique, mais c'est quand même quelque chose qui va s'inscrire dans le temps, dans un espace très vaste, puisque ça va en gros de l'Asie mineure à l'Iran et même au-delà, à l'Iran actuel et au-delà. Et du coup, c'est surtout un pouvoir asiatique. Alors, comment ça marche, un pouvoir macédonien qui est devenu un pouvoir asiatique? Et est-ce qu'il y a des traditions de règne asiatique, des grands rois perses, par exemple, qu'on peut reprendre dans le vocabulaire politique séleucide? Alors, c'est une question fondamentale, comprendre comment ça fonctionne. C'est vrai que la perception de l'exercice du pouvoir royal hellénistique peut être un peu déformée par la nature de nos sources, qui nous tirent vers l'Occident, qui nous tirent vers la Méditerranée, parce que ce sont des sources grecques et latines, et on a peu de sources qui viennent d'autres régions, précisément aussi des régions qui sont contrôlées par les Séleucides. Alors, vous l'avez dit, le royaume séleucide a cette particularité, c'est qu'il couvre une très grande partie de ce qui avait été conquis par Alexandre et qui correspond quasiment à ce qu'était l'Empire perse. Puisque dans sa plus grande extension, autour de 280, pendant plusieurs décennies, eh bien, ce pouvoir va contrôler un territoire qui va de l'Égée, de l'Asie mineure, de la Turquie, côte turque actuelle, à la Syrie, la Mésopotamie, la Babylonie, tout le plateau iranien, et jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Asie centrale, c'est-à-dire des régions qui correspondent à l'Ouzbékistan, à l'Afghanistan, au Tadjikistan aujourd'hui, et jusqu'au fleuve Indus, c'est-à-dire aux portes du monde indien. Et il y a cette capacité qui ne va pas durer quelques années, mais des décennies, à contrôler cet espace. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les outils qui sont mis en place pour contrôler cet espace. Et ces outils sont assez différents, je crois, de ceux qui avaient été mis en place par l'Empire perse, sur le même espace en fait, avec une conception sans doute beaucoup plus centralisée chez les Perses et une idéologie impériale très structurée sur la diversité des territoires. C'est un peu différent, c'est même clairement différent chez les Séleucides, chez les Macédoniens Séleucides, où en fait on transfère la conception macédonienne du pouvoir à un territoire qui n'est pas macédonien. Mais pour cela, il faut des relais, et ce que l'on voit, c'est des formes d'appropriation territoriale délibérée, et l'usage en particulier de l'outil de la fondation, des villes nouvelles, avec des phénomènes de polarisation de la présence séleucide en Babylonie, en Syrie du Nord, en Asie centrale, qui sont autant de relais grecs et macédoniens pour tenir ces territoires. Voilà. Donc il y a une adaptation de l'idéologie et des pratiques du pouvoir macédonien à un espace impérial par ce processus de fondation qui est particulièrement développé chez les Séleucides. Alors, est-ce qu'il y a un héritage perse ? Dans une certaine mesure, bien sûr, mais je crois quand même qu'aujourd'hui, l'historiographie aboutit à l'idée que s'il y a une prise en compte des spécificités de ce territoire, la matrice macédonienne reste dominante. On n'aurait peut-être pas dit ça il y a une trentaine d'années, où dans une logique un peu post-coloniale, on essayait de montrer que le royaume séleucide avait cette dimension dite orientale, héritier des grands royaumes babyloniens ou perses. Il me semble qu'on est revenu là-dessus et qu'on peut prendre une distance avec ces interprétations qui ont été particulièrement développées par
par les anglo-saxons en particulier. Dans quelle mesure est-ce qu'il y a aussi des relais, cultuels, religieux du discours royal, de la continuité royale? Les séleucides, comme d'autres rois, vont tendre à se présenter ou à être présentés par des textes, par des louanges et cetera, comme l'égal des dieux. Donc est-ce que ça peut jouer un rôle pour légitimer le pouvoir, de dire ou de faire reconnaître par telle ou telle cité, voire par des prêtres, y compris des prêtres orientaux, en Babylonie par exemple, que, un pouvoir divin se perpétue? Là aussi, c'est une question fondamentale, l'usage du sacré, du religieux, des structures sacrées comme les sanctuaires, comme relais du pouvoir et du discours du pouvoir. Ce qu'il faut bien noter, c'est que il y a une dimension un peu caméléon en fait de ce pouvoir hellénistique, séleucide, macédonien, qui est capable de s'adapter aux données locales, sans quoi il n'aurait pas tenu. En vérité, il y a plusieurs niveaux. À la fois la prise en main que j'évoquais tout à l'heure avec la mise en place de réseaux de cités, de réseaux de fondations, de réseaux de colonies, qui ont une coloration très grecque et macédonienne, revendiquée, y compris à des milliers de kilomètres dans les vallées d'Afghanistan. On pourra éventuellement y revenir. Donc cette dimension grecque et macédonienne qui est très claire, et en même temps, et ce n'est pas du tout contradictoire, le souci de négocier avec les cultures locales, avec les élites locales. Alors cette négociation, elle est sur le plan cultuel et religieux. On voit en Babylonie, vous avez cité la Babylonie, sur laquelle on est pas mal renseigné grâce à la documentation des tablettes babyloniennes, écrites en akkadien et produites en particulier par les temples babyloniens, qui sont les grandes structures de pouvoir de ces régions-là. On voit le souci, à différents moments, de préserver le pouvoir des élites babyloniennes, et qui sont des élites religieuses. Alors, à ce moment-là, les rois séleucides ne vont pas du tout se faire passer pour des rois dans ces régions-là. Ça, c'est hors de question, ça n'a pas de sens. En revanche, ils vont financer la reconstruction de tel ou tel temple pour apparaître comme dignes héritiers des rois néo-babyloniens qui soutenaient les temples. Et, voilà. Et donc, ça vient leur donner une légitimité religieuse. Pas eux en tant que dieux, mais eux en tant que soutien et des dieux et de relais légitimes dans le cadre du pouvoir temporel, si vous voulez. Dans le monde grec, c'est un peu différent, parce que là, ils peuvent être divinisés. Ils peuvent être divinisés, mais ils ne sont pas forcément à l'initiative. Ce sont les cités grecques, et ça on le voit dès la fin du IVe siècle, encore plus au IIIe siècle, et pas que pour les Séleucides, mais pour tous les royaumes, pour tous les rois hellénistiques, qui reçoivent des honneurs divins de la part de cités, qui les honorent comme des dieux. Alors bien sûr, les cités ne les prennent pas pour des dieux, mais ils les honorent comme des dieux, parce qu'ils ont, de leur point de vue, en tout cas c'est le discours qui tiennent, eu des actions divines, c'est-à-dire ils ont rendu service à la cité. Voilà. Et dans un deuxième temps, tout cela va être repris par le pouvoir lui-même, qui va instituer des cultes pour le pouvoir royal, voilà, pour les rois, des cultes organisés par l'État. Donc voilà, il y a des situations où le cultuel est utilisé, mais de façon différente selon les régions, selon les horizons d'attente. Si je reviens un petit peu au moment de fondation de la dynastie par Séleucos, ou de ce qu'il ne sait pas forcément être une dynastie, mais en tout cas au moment où il émerge parmi ces figures royales à la toute fin du IVe siècle, Séleucos, il est bien placé pour savoir que ça a été impitoyable, le conflit de succession, et que les uns après les autres, ils sont tombés, on est presque dans Agatha Christie, il y en a pratiquement pas un seul qui meurt dans son lit, des diadoques, et ça a été très très violent, la lutte pour le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a mis en place pour s'assurer qu'après lui, le pouvoir serait transmis dans de bonnes conditions à son propre fils et dans sa propre construction politique? Oui, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que ces gens-là mettent beaucoup d'énergie à construire un pouvoir, et même quand on connaît cette histoire-là, c'est assez sidérant de voir en fait ces ambitions qui se déploient à ce moment-là. Donc ils mettent beaucoup d'énergie à construire des territoires et donc des pouvoirs avec une légitimité qui est assise progressivement, la prise du titre royal, mais évidemment tout cela est extrêmement fragile, fragilisé par les rivaux qui peuvent les tuer, et beaucoup meurent, la plupart meurent dans des batailles, et se pose la question de la perpétuation du pouvoir, de la dynastie et de la transmission du pouvoir. Et ce qui est inventé, alors par les Séleucides, puis par les Lagides, repris par les Lagides, c'est la corrégence. On invente la corrégence dans une logique de tuilage, en fait, pour qu'il n'y ait pas de débat au moment de la mort du roi. Et c'est assez tôt, dans le royaume séleucide, Séleucos désigne son fils, Antiochos, qui devient ensuite Antiochos Ier. On le sait désormais, la date a été modifiée récemment, peu importe les détails, mais en 296.
en 296, il est désigné comme Basilus. Il porte le même titre que son roi, que son père, le roi Basilus, et on lui confie, dans ce territoire immense, toute la partie orientale, c'est-à-dire à partir de la Mésopotamie, hein, de la ville royale de Séleucie du Tigre, fondée à l'est de Babylone, jusqu'à l'Asie centrale. Hein. Il aura donc il y a une logique à la fois de partage du pouvoir et de partage du territoire. Et à cela s'ajoute aussi le fait qu'il lui donne son épouse. Sa deuxième épouse, qui était Stratonis, la fille d'un autre Diadoque, la fille de Démétrios, qu'il avait épousée dans le cadre d'une alliance avec Démétrios, eh bien, au moment où il donne à son fils le titre royal, il lui donne aussi son épouse, et c'est l'objet de toute une histoire ensuite romancée par Plutarque jusqu'à l'époque moderne. Voilà. Pour les personnes que ça intrigue un peu, ces histoires de polygamie royale macédonienne, je rappelle que l'an dernier, on avait fait une émission sur l'assassinat de Philippe II, qui renvoie à peu près aux mêmes logiques de mariages multiples pour des alliances politiques et qui peuvent finir par pas mal tourner. D'ailleurs, on va en reparler. Avant ça, Antiochos lui-même, il a des cités qui portent son nom, Antioche et plusieurs Antioches d'ailleurs, même chose avec Séleucos, donc ça veut dire qu'il y a aussi cette idée que pour perpétuer la dynastie, on va faire comme on fait les rois capétiens avec des louis les uns à la suite des autres, on va puiser dans un même stock de noms, de façon à inscrire dans le temps, dans l'espace, parce qu'il y a des villes qui portent ces noms royaux, le pouvoir, et du coup ça va se stabiliser. Oui, c'est ça, l'enjeu c'est effectivement de s'approprier symboliquement l'espace. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, sur ce réseau de fondations qui permet de le tenir, de le contrôler, de l'organiser, de le structurer. On peut venir sur un exemple particulier et particulièrement bien connu, ce qui se passe en Syrie du Nord, qui correspond aujourd'hui à l'ouest, au nord-ouest de la Syrie, dans la vallée de l'Oronte. Il y a alors, un effort tout à fait déterminé des Séleucides pour transformer ce territoire en territoire séleucide. Et c'est un territoire qui devait prendre ensuite le titre de Séleucis, justement. C'est la Séleucie, c'est le territoire séleucide. On est au tout début du IIIe siècle. À partir de 300, il s'empare de ce territoire parce qu'Antigone est mort, qui le tenait avant, et il récupère toutes les fondations qui ont été mises en place. Il y a beaucoup de Macédoniens, de Thessaliens, de Crétois, d'Athéniens, d'Argiens qui sont là, qui étaient dans les soldats d'Antigone. On maintient ces gens-là, mais on va créer 4 cités qui vont porter 4 noms différents. Séleucos, Antiochos, qui est le nom du père et du fils de Séleucos, Laodicée, la mère de Séleucos, et Apamée, la femme iranienne de Séleucos. Donc d'emblée, on veut, et le pouvoir royal, il est tout récent, ça fait 5 ans qu'il est roi, mais on veut faire de ce territoire un territoire qui est associé à la dynastie. Et ce qu'on voit là de façon très concentrée, de tout à fait spectaculaire, eh bien on va le voir partout, où vont fleurir les cités qui s'appellent Laodicée, les cités qui s'appellent Séleucie, les cités qui s'appellent Antioche, et dont on a encore la trace aujourd'hui dans la toponymie, puisque Latakié, c'est l'héritage de Laodicée, tout simplement. Voilà. La première épreuve, en quelque sorte, c'est quand même 281, avec la mort du fondateur de la dynastie, et donc son co-roi et fils Antiochos Ier qui va régner seul. Est-ce qu'à cette occasion, il y a soit des rituels particuliers, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait des reconnaissances renouvelées, par exemple des cités qui sont dans le royaume séleucide, des rois locaux? Est-ce qu'il y a des gens qui font le voyage, qui font allégeance? En gros, est-ce qu'il y a une manière de réaffirmer ça lorsqu'une succession se déroule? Alors, c'est un processus qui n'est pas très bien connu, en fait. Alors, on a pour certains rois, effectivement, des indications. C'est toujours un moment compliqué, parce qu'on a beau être le co-régent, eh bien, il peut y avoir justement une fragilisation du pouvoir, et précisément, en 281, ou juste après, 280-279, il semble bien qu'il y ait eu une contestation, qu'on arrive mal à définir et à illustrer, et à documenter, mais une contestation du pouvoir du nouveau roi, même s'il l'était déjà avec son père, mais du nouveau roi tout seul, c'est-à-dire Antiochos Ier, et on sait que finalement il rétablit la situation. Donc c'est toujours un moment de difficulté. Ce qui est certain, c'est que le processus de légitimation, sur un espace aussi vaste, eh bien, il prend toujours du temps. Et il repose, comme vous l'avez dit, sur justement le tour du domaine aussi, c'est-à-dire la nécessité d'aller se faire reconnaître
par dans les différents territoires, par les différentes entités qui sont sujettes ou soumises, mais qui ont cette capacité aussi à reconnaître. Alors, la chose est particulièrement bien connue pour les cités grecques, parce que les cités grecques, notamment en Asie mineure, laissent de la documentation, des décrets, elles gravent des lettres royales reçues. Donc, on a cette documentation, partielle bien sûr, hein, mais on a cette documentation sur les pratiques de reconnaissance du roi. Et on voit régulièrement les rois séleucides. C'est vrai pour les rois lagides d'Égypte aussi, hein, mais les rois séleucides se déplaçaient avec la famille, c'est-à-dire la reine, les enfants, l'armée, et les choses sont citées ainsi dans les documents. Et on voit bien comment se déploie le pouvoir avec tous ces éléments-là, hein, le cercle familial, les amis, ce qu'on appelle les philoi, et l'armée. C'est cité comme ça et c'est essentiel. Et se faire reconnaître, notamment en invoquant la mémoire des bonnes relations passées pour que la cité, qui reste un acteur, un sujet d'elle-même, c'est-à-dire pour être soumise, il faut qu'elle reconnaisse sa soumission. Et donc elle doit le dire, doit le reconnaître. Et pour cela, il y a cet échange symbolique des discours et on a la trace de ça. Oui. Cette nécessité de faire le parcours du domaine autant que possible, parce qu'il est très vaste, pour légitimer ce pouvoir nouveau. Alors ça, c'est quand ça se passe bien, mais il faut quand même évoquer les moments, il y en a où ça se passe plutôt mal. Et je pense qu'on peut prendre l'exemple de la succession d'Antiochos II. Antiochos II, donc le troisième a régné, après Séleucos et Antiochos Ier, il meurt en 246, et après, c'est quand même une sacrée foire d'empoigne. Alors qu'est-ce qui s'est passé, et en quoi ça renvoie quand même aussi aux structures familiales et de pouvoir qui ont quand même un peu tendance à produire ce type de désordre? Oui, on est dans des structures fragiles en dépit des procédures mises en place, la corrégence. Voilà, on est dans des structures fragiles parce qu'on n'est pas dans des États qui soient bien distincts de la famille royale ou même de la personne royale. Donc, comme il y a confusion entre la structure de pouvoir et celui qui l'incarne, hein, les choses ne sont pas vraiment distinctes, comme dans des États plus modernes, eh bien c'est un élément de fragilité à chaque fois qu'il y a une succession. Alors, qu'est-ce qui se joue particulièrement? On est au tout milieu du IIIe siècle, hein, là, après la mort d'Antiochos II, dans des conditions un peu mystérieuses. On a parlé d'empoisonnement. Il se joue une double crise, en fait. La première, c'est qu'il y a deux légitimités royales qui sont en concurrence, puisque il avait eu deux épouses, en fait. Antiochos II, la première, Laodice, une princesse séleucide traditionnelle, qui avait eu deux enfants avec lui, enfin en tout cas deux enfants mâles, c'est-à-dire Séleucos et Antiochos. Par ailleurs, à la suite d'une guerre avec les Lagides et de sa victoire, il avait passé une alliance avec le royaume des Ptolémées, des Lagides, et cette alliance s'était concrétisée par le mariage avec la fille de Ptolémée II, c'est-à-dire la princesse Bérénice. Ça, c'est classique, c'est-à-dire que pour consolider l'extérieur, on risque de fragiliser l'intérieur. On consolide une alliance avec un voisin à qui on a fait la guerre, ou en tout cas, voilà, on veut apaiser les choses, mais du coup, on introduit dans la famille royale une nouvelle épouse, et du coup, ça, c'est un facteur possible de désordre interne. Alors, le fait d'introduire une nouvelle épouse, sans doute, mais surtout le fait d'avoir un enfant avec cette nouvelle épouse. Parce que là, effectivement, vous créez une autre dynastie qui est aussi légitime, puisque en l'occurrence, c'est le fils du roi. Et il a un enfant avec cette princesse Bérénice. Et donc, qui est le neveu du roi d'Égypte, du roi Lagide d'Égypte, qui va donc intervenir pour défendre les intérêts de son neveu. Et donc là, il va y avoir déjà une tension, une guerre, hein, qui va se créer à ce moment-là entre Séleucide et Lagide, avec les deux familles, au fond, qui réclament les enfants de Laodice et puis l'enfant de Bérénice, qui est tout jeune. Hein, et lui et sa mère vont très, très vite être assassinés, ça va régler le problème, mais ça va conduire à une invasion du royaume séleucide, et c'est une vraie crise territoriale, hein, avec la perte de territoire important. Ça, c'est le premier temps de la crise. Et le deuxième temps, c'est les deux frères dont je parlais tout à l'heure, qui sont de la même mère, eux vont entrer en compétition, une fois que le problème de leur demi-frère est réglé puisqu'il est assassiné, eh bien, vont entrer en compétition, les Séleucos et Antiochos, qui devaient porter le surnom de Hiérax, l'épervier, vont entrer en rivalité, hein, à partir de 241, dans une guerre sans merci, hein, entre
en gros l'Asie mineure qui est tenue par le jeune Antiochos, et le roi vraiment légitime, Séleucos II, hein, qui va devoir faire la guerre à son propre frère, mais ça va affaiblir le royaume. Et là, on a une vraie crise, parce que les conséquences ne sont pas uniquement dans l'ouest du royaume, hein. Elles sont en Syrie, elles sont en Asie mineure, bien sûr, puisque c'est là qu'a lieu la guerre, mais elles sont aussi à l'est, parce que comme les armées, l'intérêt, la mobilisation est attirée par les régions méditerranéennes, eh bien, toute une partie, et c'est une partie très importante du royaume, c'est-à-dire l'Asie centrale, même une partie du plateau iranien, eh bien, va progressivement échapper au pouvoir central. Et là, c'est sans être un effondrement total, c'est une crise majeure dans la capacité du pouvoir à tenir son territoire. Et cette crise, elle n'est pas tant d'origine extérieure que liée à la rivalité pour le pouvoir entre deux frères. Mais parce que derrière, il y a une rivalité entre groupes. C'est pas juste deux individus, ce sont des groupes, chacun a son cercle de philoi, d'amis, chacun a ses éléments de l'armée, et donc voilà, ça crée cette tension qui est une guerre intestine majeure. Voilà. Une guerre d'ailleurs dont les auteurs anciens parlaient avec des approbations, enfin voilà, ça a frappé les esprits, c'est ces deux frères qui s'affrontent, et d'autant que l'un d'eux, Hiérax, si je me trompe pas, a enrôlé des barbares, donc il y avait aussi l'idée que voilà, ça allait remettre en cause la nature et le discours royal lui-même, le discours hellénique de cette royauté, voilà, ça avait des effets de fragilisation encore plus vastes que simplement politiques. Hiérax, c'est le perdant de l'affaire, et donc il est forcément vu comme vraiment la cause de tous les malheurs, et chez les auteurs classiques, avoir des barbares, en l'occurrence des Galates, c'est-à-dire des Celtes ou des Gaulois, qui s'étaient installés en Asie mineure quelques décennies plus tôt et qui constituaient des contingents de mercenaires pour tous ces gens qui voulaient faire la guerre, c'était effectivement quelque chose de plutôt négatif. Mais il faut reconnaître que tout le monde le faisait, en fait. Voilà, c'est simplement quand on est le perdant de l'affaire qu'on a mauvaise réputation après. Sauf erreur, c'est Galate, c'est eux qui donnent leur nom à un quartier d'Istanbul, Galatasaray. Je crois que ça vient de là, cette incursion des Celtes en Asie mineure. C'est tout à fait ça. Alors, en fait, il n'y a pas qu'en Asie mineure, hein. Quelques années plus tôt, ils étaient arrivés dans toute la péninsule balkanique, et ils avaient notamment détruit beaucoup de sanctuaires, Delphes est menacée, détruite. En fait, on a là vraiment des pratiques de razzia qui perturbent et effraient en fait tout le monde grec. Ils sont progressivement repoussés envoyés en Asie mineure, où ils feront la même chose, et ça va être vraiment un élément de déstabilisation régionale, et ça va avoir un effet un peu paradoxal. Parce qu'on est là dans les années 200, 280, 275, 270, un moment où les pouvoirs royaux sont certes installés, mais pas toujours légitimes, ou en tout cas vécus comme des menaces. Sauf que, pour les Séleucides, ils vont défendre les cités grecques contre les Gaulois, contre les Galates. Ils vont les défendre les sanctuaires, ils vont défendre les cités, et ça va leur donner aussi une image positive. Et ça va venir aussi légitimer leur présence. Ils ne sont plus seulement des facteurs de déstabilisation, ils peuvent être aussi des puissances protectrices. Et du coup, on peut leur faire des hymnes et des statues, et la boucle est bouclée. C'est exactement ce qui se passe. Cette fragilisation, malgré tout, par des conflits dynastiques, elle existe dans le royaume séleucide, elle existe aussi dans le royaume lagide voisin des Ptolémées qui s'affrontent entre frères, en particulier au 1er siècle. Il y a quand même un État qui en profite, la République romaine. Elle, pour l'instant, elle n'a pas ce type de problème, elle aura d'autres problèmes, et puis l'Empire connaîtra bon nombre de conflits de succession, mais pour l'instant, c'est une république qui a une certaine efficacité, puisque tous les ans, on a des nouveaux magistrats qui peuvent prendre des légions et aller guerroyer en Asie et dans la Méditerranée orientale. Et du coup, de quelle manière est-ce que Rome peut profiter de ces situations conflictuelles pour progressivement imposer son influence militaire et diplomatique? Alors, l'histoire de l'intervention de Rome en Méditerranée orientale, c'est une histoire longue et complexe, et qui a nourri beaucoup l'historiographie. Mais pour aller à l'essentiel, quand même, ce qu'il faut voir, c'est que c'est la grande peur de Rome, de ce qui se passe à l'Est. Et d'abord, ce qu'ils perçoivent, ce n'est pas la faiblesse de ces royaumes, mais c'est la menace qu'ils incarnent. La menace de Philippe V, le roi de Macédoine, puis la menace d'un roi séleucide dont on n'a pas parlé encore, qui est Antiochos III, qui à la fin du IIIe siècle va non seulement rétablir toute l'emprise de ses ancêtres,
hein, et faire une grande tournée militaire dans l'Est, et va reconstruire son royaume à l'Est, à l'Ouest, au Sud, va s'emparer de la Syrie du Sud. Et il constitue véritablement, parce qu'il s'intéresse ensuite à l'Europe, il veut passer en Europe, il constitue véritablement une menace qui est redoutée par Rome, qui est aussi impliquée dans les affaires grecques à ce moment-là, à travers la lutte contre la Macédoine. Donc il y a cette logique d'abord d'affrontement face à cette menace-là. Et puis, une fois qu'elle est réduite, au moment du traité d'Apamée, hein, qui marque la défaite d'Antiochos III, il va y avoir une stratégie de containment et d'affaiblissement systémique et systématique de ces royautés qui va être sur la longue durée, toute la deuxième moitié du IIe siècle et tout le 1er siècle. Ça va être cette logique-là d'affaiblissement de cette menace pour qu'elle ne ressurgisse pas. Et un outil très efficace qui permet de ne pas envoyer des légions, c'est de créer des dissensions dans ces royaumes. C'est vrai pour le royaume lagide, vous l'avez dit, c'est vrai pour le royaume séleucide, et une façon de créer des dissensions dans ces contexte où le pouvoir peut être pris un peu par n'importe quel héritier, eh bien, c'est de soutenir un héritier comme un autre, contre un autre, un usurpateur contre le fils du roi. Et du coup, vous fragilisez terriblement, et ces gens-là ne s'intéressent plus à passer en Europe. Voilà. Oui, avec une capacité du Sénat romain, finalement, à trancher les litiges, d'une certaine manière. Lorsqu'il y a deux frères qui s'affrontent, ils finissent par envoyer chacun des ambassades à Rome, en disant, bon, bah, si on a l'appui de Rome, voilà, on va pouvoir s'imposer, peut-être sans percevoir que cet appui de Rome à long terme, en fait, c'est une mise sous tutelle. Exactement. Hein, l'appui de Rome apparaît comme une ressource pour des pouvoirs, mais à terme, ça constitue évidemment une fragilisation de ces structures dynastiques qui, de fait, sont dans les mains de Rome. Alors c'est vrai très tôt, hein, pour le royaume de Pergame, hein, qui en 133 tombe véritablement dans l'escarcelle romaine, puisque pour se protéger de rivaux, le roi Attal III avait mis Rome comme héritier du royaume, de façon à ce que personne ne lui prenne. Il meurt très tôt, et Rome récupère le royaume et le transforme en province d'Asie, au prix d'une petite guerre, mais quand même. Donc ça, c'est vraiment déjà en 133, et ensuite ça va être une logique déterminée, hein, de la politique romaine et du Sénat en particulier pour maintenir le conflit en permanence, divisé, hein, pour contrôler ces royaumes. Ensuite, alors ça c'est l'histoire du 1er siècle, hein, de transformer progressivement ces régions en provinces, là, qui sont accaparées soit par le Sénat, soit ensuite par l'empereur lui. Merci beaucoup Laurent Capdetreix. Je vais rappeler que vous êtes spécialiste d'histoire hellénistique et qu'on peut notamment vous lire dans un manuel chez Armand Collin d'histoire hellénistique pour ceux et celles que ça intéresse. Et comme toujours, je relance mon appel aux scénaristes qui nous écoutent. Si un jour ils veulent faire des super productions qui mettent en scène le monde hellénistique pour sortir un petit peu des éternels Spartacus ou récits homériques qu'on a vus et revus, bah voilà, je pense qu'il y a une matière tout à fait intéressante dont on pourrait s'emparer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série Succession. Rendez-vous sur le site de Parole d'Histoire pour tous les détails et les autres émissions. Et à la semaine prochaine.